Salut Diego, salut Samy. Salut Nico, Bonjour. salut. Bonjour Voilà, Diego, bonjour Nico. il nous manque Laurent. Laurent a disparu. On a peur qu'il soit caché dans un igloo, donc on a décidé de faire cette partie sans Laurent. C'est sa punition. Ou Alors, kidnappé. alors, il m'a tenu au courant, en fait, il est en réunion avec des caribous. Parfait. Alors, donc là, on va faire la deuxième partie, traitement des pathologies du segment antérieur. La première diapo, on a un patient qui n'a aucune douleur et sur la photo, on voit une tache blanchâtre au niveau du limbe de la cornée avec une hyperémie qui semble sectorielle. Alors, qu'est-ce que vous en pensez déjà en termes de diagnostic et après en termes de traitement? Alors, c'est une diapo dont on a déjà parlé dans la première vidéo. C'est la même photo. On s'est dit que dans l'absence de douleur, il s'agissait d'un infiltrat stérile au limbe qui était certainement dû à une réaction inflammatoire, aux exotoxines de staphylocoque présents sur les paupières. C'était l'idée. Hein. Mais ma question pour vous, c'est est-ce que vous êtes confortable pour exclure l'ulcère bactérien à ce stade? Alors moi, donc dans ma pratique, je verrais que déjà il faut combattre la cause et la conséquence, à savoir donc c'est sûrement dû à une bactérie sur les paupières qui a donc provoqué ces petites lésions en cornée périphérique. Donc pour moi, la question c'est attaquer à la fois la cause et la conséquence pour le confort. Donc partir sur un antibiotique et un anti-inflammatoire, coridien, Donc, excusez-moi, corticoïdien. Donc, on part sur un médicament qui est en général combinaison. On ne va pas citer, il y en a un qui existe, dexaméthasone et tobramycine, qui est notre meilleur ami parce qu'il marche assez souvent. Mhm. Donc ensuite, il y a une question de dosage, puisqu'il y a deux propositions dans la question, antibiocorticoïdes une fois par jour pendant une semaine ou antibiocorticoïdes 4 fois par jour pendant une semaine. Alors, on va Alors, essayer de faire alors un là, je pense qu'il vas-y. faudrait. Alors, faut vraiment se demander pourquoi est-ce qu'on va utiliser ce médicament. On veut vraiment qu'il ait un effet antibiotique. Si on veut que ce colis ait son vrai effet antibiotique, une fois par jour, c'est pas suffisant. Donc c'est pour Surtout, ça que Samy, je te rajouterais qu'un antibiotique une fois par jour, jamais, 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 jamais. ouais, je te suis. Donc, notre réponse pour ce cas, je crois que de la réponse collégiale, collyre antibiocorticoïdes 4 fois par jour pendant une semaine. Petit bémol, et ça va être valable pour les autres cas dont on va parler. Le traitement, l'approche thérapeutique du patient, ça va varier en fonction des sensibilités de chaque praticien, ça va varier en fonction des standards de soins dans chaque pays, de ce qui est disponible et du confort de chaque clinicien. Et parfois, faire autre chose, ce n'est pas forcément une erreur. On vous donne juste notre sentiment. Et dans ce cas-là, on est à peu près tous d'accord sur l'antibiocorticoïde 4 fois par jour. Ouais, puis à la limite, on donne la réponse qui appartient aux réponses qu'on a proposées. Parce que face à un cas comme ça, ce n'est pas la seule réponse qu'on pourra nous apporter. Ça va aussi dépendre de plein d'autres choses, du patient, de son historique, de pas mal de différentes choses. Mais avec les propositions qu'on a là, c'est celle-ci, à mon avis, la plus adéquate. Super. On passe sur le cas suivant. Alors, le cas suivant, je vous laisse présenter. OK, donc on nous Là, montre. on a un enfant donc, de 8 ans, fébrile, bien retenir ce mot, fébrile. On voit que l'œil droit, au niveau des paupières, il est très, 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 très enflammé. L'œil est complètement fermé. L'œil gauche, peut-être un petit peu. Donc là, on voit qu'on a une grosse inflammation de la paupière supérieure et inférieure. Donc, avec un Alors, bel œdème, une belle hyperémie de la paupière, de l'œil droit. Euh, alors, là, en termes de douleur au mouvement oculaire, toutes ces choses-là, on n'a pas l'information. Donc là, je pense qu'on pourrait poser plusieurs diagnostics différentiels face à un cas comme celui-là, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'il faut absolument qu'on évite. Il faut absolument qu'on considère que c'est ça avant de l'avoir exclu, Nico. Qu'est-ce que tu en penses? oui, il y a pas mal d'éléments ici qui sont très inquiétants. La première chose, c'est que les deux paupières présentent donc l'œdème, l'érythème supérieur et inférieur. Au niveau inférieur, on a une perte du pli
du creux de la paupière qui normalement est présent. Et on voit aussi que l'inflammation, elle se diffuse même à l'extérieur des paupières. On est presque au niveau de l'aile du nez. Donc, on a une infection ici dermatologique qui s'étend au-delà des paupières. Donc, les deux gros différentiels. Ok, on va donner 3 différentiels. Dermatite atopique, donc une allergie, très peu de chances que ce soit unilatéral. Ouais. Ça arrive, mais c'est vrai que très peu de chance. Et, ouais. Deuxième gros différentiel, la cellulite préorbitaire, c'est-à-dire qui n'atteint que les cellules qui sont avant le septum de la paupière. Donc la préceptale. La préceptale cellulitis, ouais. Voilà, la préceptale. Et troisième différentiel, la cellulite orbitaire, qui là a pénétré l'ensemble de la profondeur du tissu des paupières et qui est une infection qui est beaucoup plus profonde. Et là, il y a un mot-clé dans l'histoire de cas qui doit nous alerter. Fébrile. Voilà. L'enfant est fébrile. Donc, j'ajouterais même un deuxième, et tu l'expliqueras plus tard, je suis sûr, enfant de 8 ans. Exact. Donc, la chose à éliminer, et on est obligé d'utiliser ça comme ce qu'on appelle le diagnostic tentative diagnosis, le diagnostic initial, ce qu'on tente, c'est une cellulite préorbitaire. Dans le management de la cellulite, la cellulite orbitaire, dans la cellulite orbitaire, le management, il est urgent et va comprendre… Pourquoi est-ce qu'il serait urgent ? Quel est le facteur d'urgence ici ? Si on ne le traite pas, quelle est la possibilité ? Alors, vu que c'est septal, en fait, vu que c'est après le septum des paupières. Ouais, donc la complication de la cellulite orbitaire, en particulier chez l'enfant, c'est l'ethmoïdite, c'est-à-dire une infection qui va être plus en profondeur, avec ensuite une diffusion possible dans le sinus caverneux, et donc une infection qui va plus profond et qui peut même devenir systémique. C'est possible chez l'enfant, c'était l'allusion de Diego. Pourquoi est-ce que c'est plus inquiétant chez un enfant que chez un adulte ? Parce que certains os crâniens ne sont pas complètement formés chez l'enfant. C'est le cas de l'ethmoïde, et en particulier la lamina criblosa, qui n'est pas complètement formée chez l'enfant et qui permet une communication beaucoup plus facile entre la partie antérieure des paupières et la partie qui est du côté de l'ethmoïde. Donc, la bactérie peut se diffuser beaucoup plus facilement dans les structures avoisinantes. Voilà. Donc, dans un cas comme ça, il faut être agressif. On ne peut pas laisser passer et se dire on revoit l'enfant dans une semaine. Il faut agir maintenant et il faut agir fort. Ouais. Donc ça, c'est presque pas une urgence ophtalmo, en fait. Dans le sens où ça doit être vu par un urgentiste, ça doit être vu en ORL, plus qu'en ophtalmo. Donc, ce qui va être initié en général sur une présentation comme ça, c'est des antibiotiques en intraveineuse parce qu'il faut taper fort. En général, il y a une combinaison d'antibiotiques qui est utilisée parce qu'on n'a pas le temps de faire une culture qui va taper à la fois sur le gramme positif et à la fois sur le gramme négatif, qui peut être une cause d'infection des paupières chez l'enfant comme Haemophilus influenza. Il faut faire un scanner pour aller chercher l'ethmoïdite et donc hospitalisation en urgence. Donc, une des 3 dernières réponses, ou les 3 dernières réponses sont justes. Maintenant, essayez de parler un petit peu peut-être des premières propositions. À la compresse d'eau chaude, pourquoi on ferait une compresse d'eau chaude ? Une compresse d'eau chaude, c'est dans le cas où on essaie de nettoyer quelque chose, comme par exemple des débris sur une blépharite ou pour décongestionner les glandes de Meibomius. Pour dilater, tu veux aussi t'en servir pour dilater les glandes, comme tu dis. Ouais. Mais là, comme c'est déjà inflammé, déjà œdémateux, on ferait l'eau chaude ferait encore plus dilater les vaisseaux, pire que mieux. Ouais, là, je pense que quand on a fait… Pardon. Je pense que quand on a fait les questions, le massage des paupières, là, ce qu'on voulait sous-entendre, entre guillemets, c'est question, est-ce que c'est un ordéolum ou pas, ou est-ce que c'est une préceptale cellulitis causée par un ordéolum ou pas. Donc, ça fait partie des diagnostics différentiels, bien sûr, hein, mais bon, voilà, ce traitement de massage des paupières avec warm compress, on va dire que dans un cas comme celui-là, il n'est pas vraiment adapté. Il est même contre-indiqué. L'érythromycine en crème 4 fois par jour,
premièrement, déjà, une antibiotique en crème, même si on trouve le bon antibiotique qui correspond à la bactérie, ça va pas diffuser assez profond pour vraiment cibler la cellulite orbitaire, enfin, le gras orbitaire. Et l'érythromycine est de plus en plus sujet à des résistances au niveau des bactéries. Donc, ce n'est pas le antibiotique. C'est pas l'antibiotique de choix. Après, la doxy orale à 100 mg 2 fois par jour. Bon, alors, non. Le premier problème de la doxy chez l'enfant, c'est qu'il y a une contre-indication chez le moins de 18 ans. Elle est pleine de contre-indications, cette doxy. Ouais, elle est pleine de contre-indications. On ne peut pas l'utiliser chez l'enfant. Et imaginons pour une seconde que ce ne soit pas un enfant. Même chez l'adulte, la cellulite préorbitaire, on ne peut pas la traiter. On ne peut pas la traiter avec cet antibiotique. Et on y reviendra certainement plus tard. C'est une discussion un peu plus longue. Cas suivant. Ok. Donc, une femme de 38 ans porteuse de lentilles se présente avec un œil rouge et douloureux. Alors là, l'œil rouge, il est bien rouge. Hein. Là, on a une hyperémie conjonctivale très, très importante. Sur la cornée, on a une tache blanchâtre, pas uniforme et pas au niveau du limbe, un petit peu plus centrale, péricentrale, avec un défaut de l'épithélium qu'on voit même sans fluo. Là, il y a pas mal de choses à dire sur cette diapo. Quelle serait premièrement la tentative de diagnostic et après le traitement à suivre face à ça? Diego, qu'est-ce que tu en penses? Alors bon, déjà, on est sur un problème, une lésion au niveau de la cornée, une conjonctive qui est enflammée. Donc, on sait que déjà que c'est une kératoconjonctivite. La cause de cette kératoconjonctivite, donc, c'est une infection au niveau de la cornée. Il faut bien regarder la lésion qu'on a. Dans le différentiel que je ferai, ce serait abrasion. Ensuite, un ulcère cornéen. Ulcère cornéen, est-ce que c'est fongique? Est-ce que c'est viral? Est-ce que c'est bactérien? Le fongique, je ne pense pas. On n'a pas des lésions en bord de plume et on n'a pas de lésions satellites. La virale ne présenterait pas cet aspect-là. Là, donc, on est fortement en présence d'un ulcère cornéen, donc une infection. Bactérien, Bactérien, ouais, ou que d'autres appellent une kératite microbienne. Aussi. Et donc, quand le patient se présente, immédiatement, on ne peut pas savoir comme ça empiriquement à quel type de bactéries on a affaire. On ne sait pas si c'est du gram positif, on ne sait pas si c'est du gram négatif. Oui, là, c'est une bonne remarque, Nico. C'est une très, très bonne remarque. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas attendre de faire une culture, de voir le retour de la culture pour commencer le traitement. Là, il faut commencer quelque chose urgemment pour que l'ulcère arrête sa progression et que l'infection et l'inflammation s'arrêtent. On a une indication dans l'énoncé, dans la présentation du cas qui quand même doit un rôle très important dans la gestion du patient. C'est qu'elle porte des lentilles. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Il y a de fortes chances que l'infection vienne des lentilles. Ouais, et ça a une implication dans le traitement puisqu'on sait que dans le porteur de lentilles, on a de manière statistiquement plus importante que chez le non-porteur des ulcères bactériens qui sont dus à Pseudomonas. Et Pseudomonas, c'est un gram négatif qui va se traiter de manière un peu différente d'un ulcère, par exemple, à streptocoque. Voilà. Mais ça, on ne le sait pas. Donc, on ne peut pas utiliser un médicament qui cible que le gram négatif. Uniquement le gram négatif, exactement. C'est sûr que c'est ce qu'on a en tête, sachant qu'elle est porteuse de lentilles, mais on ne peut pas considérer à 100% que c'est ça. Donc, un peu comme dans la question précédente, il faut qu'on ait un large spectre ici. Il faut qu'on fasse un choix judicieux. Alors, je pense que la troisième réponse, tobramycine et ofloxacine ensemble, c'est un choix qui est assez judicieux. Après, se pose la question de la quantité et de la fréquence des gouttes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que toutes les 6 heures, c'est bien dans un cas comme celui-là? Non, parce que dans tous les 6 heures, ça voudrait dire qu'il n'y aurait que 2 à 3 gouttes par jour. Là, le caractère urgent, on voit que quand même l'ulcère, il est très
plutôt large, il n'est pas petit. On a un risque de perforation. On ne voit pas trop la profondeur sur cette observation. Mais là, il faut aller beaucoup plus vite que ça et donc de manière beaucoup plus sérieuse. Donc, plus il n'est pas loin de l'aire centrale, de l'aire pupillaire. Mais centrale ou pas centrale, la perforation est toujours un risque. Ouais, complètement. Les deux ensemble, je suis d'accord. L'autre considération à avoir sur ces traitements, c'est évidemment, il y a une notion géographique, pas dans l'œil, mais au sens où est-ce qu'on se trouve, puisqu'on sait que dans certains pays, dans certaines villes, on a statistiquement plus de bactéries, un certain type de bactéries. Les cliniciens ont l'habitude de ce qu'ils voient. Et la deuxième chose, c'est la disponibilité des médicaments. Dans chaque pays a des médicaments à leur disposition et des standards de soins qui sont un peu différents. Donc là, on a essayé de mettre dans la question des choses qui sont disponibles en France. Nous, c'est pas un cas qu'on traiterait, enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est pas un cas sur lequel je mettrais de la tobramycine et de l'ofloxacine. Tobramycine, non, pour moi, juste parce que déjà, on va avoir des problèmes de KPS, avec très toxique pour la cornée, la tobramycine. Donc, c'est pas celle-ci que je prendrais. Ouais. Le bécifloxacine, moi, le bécifloxacine, à part son prix, je l'aime bien. Ouais. Un cas comme ça. D'accord. Nous, on a un peu plus de chance que dans d'autres pays. On a plusieurs fluoroquinolones, donc de la famille de l'ofloxacine de 4e génération, qui ont un spectre très large, qui ont une très bonne efficacité sur ces ulcères, spécialement donc, la bécifloxacine. La seule chose en général, c'est qu'on essaye quand même de couvrir. Qu'est-ce qu'on essaye de couvrir en plus, docteur Lédin? On essaie de couvrir toujours sur le traitement de l'infection ou sur le à côté. Juste du Vigamox ou tu rajouterais un autre collier en plus? Moi, je serais plus généralement dans du oxyfloxacine et polytrim. Ok, donc tu rajoutes du polytrim, ce que je fais aussi, ce qui nous permet le trimétoprime présent dans le polytrim permet de couvrir le staphylocoque doré, sur lequel pour le coup les quinolones n'ont pas un super effet. Donc, on essaye de couvrir toutes nos bases. Je sais que dans d'autres pays, dont la France, pour ce genre de choses, ils vont utiliser des colliers fortifiés qui pourraient être, par exemple, un peu dans la même logique, couverture gram positif, gram négatif, donc qui pourrait être un collier avec de la vanco et une céphalosporine qui couvre les grammes négatives ou de la tobramycine renforcée. Je sais que ça se fait en France. Mais donc, réponse collégiale, on est d'accord pour cette question. Tobramycine et ofloxacine toutes les heures? À voter. Est-ce qu'on parle de la loading dose? Est-ce qu'on parle de… Absolument. Ok. Alors, avant de faire toutes les heures, il serait sympa, pendant la première heure, de faire toutes les 5 à 10 minutes une goutte de chaque pour diminuer la quantité de bactéries très, très rapidement. On appelle ça une loading dose. Je ne sais pas très bien comment ça s'appelle, mais… Une dose de chargement? Comment? Je ne sais pas, une dose de chargement? Une dose de chargement, ok. Donc, on est d'accord, la première demi-heure et la première heure? Oui, absolument. C'est aussi d'ailleurs quelqu'un, pour le coup, ce genre de cas, si on décide de le gérer, ce sont des patients à qui on va demander de continuer après cette loading dose à mettre toutes les heures, y compris la nuit. Donc, c'est très embêtant. On leur demande de mettre un réveil sur leur téléphone. Toutes les heures, ils se réveillent pour mettre des gouttes. Et autre question, qu'est-ce qu'on fait pour la douleur de cette patiente? Alors, un ulcère bactérien, il est typiquement extrêmement douloureux. Très douloureux. Il y a plusieurs approches à la gestion de cette douleur. Les anti-inflammatoires oraux, genre ibuprofène, aspirine ou même paracétamol, ont tendance à avoir peu d'effet sur ce genre de douleur. Et personnellement, je préfère éviter les médicaments plus forts de la famille des opiacés pour ce genre de choses parce qu'on peut contrôler la douleur plutôt correctement au niveau local avec le cyclopentolate 2 fois par jour, ouais. Exactement. Voilà. Complètement. On ajoute du cyclopentolate donc chez ces patients pour 2 raisons. La première, c'est pour un contrôle de la douleur parce que ça va immobiliser les corps ciliaires. Et il y a une autre raison chez ce patient pour qui on a intérêt à utiliser du cyclopentolate. Je vais répondre à ma question. Ça, c'est un patient qui est typiquement… Ah, pardon, on n'a pas entendu qu'on était… Je me sens endormi.
Diego. Pourquoi du cyclopentolate? Ben déjà pour éviter la douleur. On a aussi les spasmes, donc les spasmes des corps ciliaires qui vont être désagréables pour le patient. Ok. Ouais, et diminuer l'inflammation, diminuer les cells dans la chambre antérieure. Ouais. Voilà. Typiquement, ça c'est un patient. Il y a une telle infection qu'on va trouver une réaction de chambre antérieure et donc une uvéite antérieure et il va falloir la contrôler. Il va falloir contrôler cette inflammation et donc le cyclopentolate nous sert aussi à ça. Alors, juste très rapidement, parce que j'imagine qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent et qui s'imaginent, mais pourquoi on ne met pas alors de la tétracaïne ou de la proparacaïne? Pourquoi on ne met pas des agents anesthésiants en gouttes? Alors d'abord, c'est des agents qui ont une durée d'action qui est extrêmement courte. C'est une anesthésie qui prend 30 secondes, mais qui dure 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes. Donc il faudrait que le patient utilise ces gouttes de manière très fréquente. Et c'est une très très mauvaise idée. On a un problème. Et pour l'épithélium, non? Qui va être un gros problème. Oui, ça peut conduire à des complications qui sont gravissimes de la cornée, une fonte, un corneal melt, donc une fonte de la cornée et tout un tas d'autres choses. Donc jamais utiliser de collyre anesthésique en traitement pour ces patients. On les utilise souvent quand on a le patient en face de nous pour nous permettre. Ça facilite bien l'examen, hein, ouais. De leur mettre une goutte dans chaque œil pour pouvoir bien regarder ce qu'on a. Par contre, après, il faut pas s'en servir comme traitement, c'est clair. Ouais. Et la dernière proposition, la doxy 50 mg une fois par jour pendant 14 jours. Ouais. Ça, il n'y a pas grand monde qui a répondu ça. Ouais, alors c'est un sujet qui est intéressant. Il y a beaucoup de cliniciens qui le font, mais il y a peu d'études qui ont été publiées dans le cas particulier de l'ulcère cornéen. Donc, la doxy à 50 mg, c'est un médicament qui a une particularité, c'est qu'en fonction du dosage, il va avoir des actions différentes. Ouais. À ce dosage-là, il n'y a aucune action antibiotique. Non. Par contre, là, elle a une action anti-inflammatoire. Et en plus, elle a une action sur l'épithélium, non? C'est pas ça, Nico? Ouais, donc surtout la doxycycline, il y a d'autres produits, mais la doxy a une double action. C'est un inhibiteur des collagénases, donc qui font fondre le collagène, donc la cornée, et également un inhibiteur des matrix métalloprotéinases qui participent aussi à la destruction du tissu dans un cadre inflammatoire et ou infectieux. Donc, on veut éviter, comme disait Diego, la perforation. Et la doxy va nous aider à éviter la destruction de plus de tissus. Et elle va aussi nous aider à une c'est très dur à dire ça, réépithalisation qui va être plus rapide grâce à la doxy. Donc finalement, ce patient, on va le traiter avec une combinaison d'antibiotiques qui couvre toutes nos bases de manière ultra fréquente, de la cyclo pour la douleur et pour l'uvéite secondaire à cet ulcère, ainsi que de la doxy pour améliorer la cicatrisation. Pas mal. Donc là, on a un patient de 73 ans avec une gêne à l'œil gauche, on imagine. La cornée révèle un ulcère dendritique. La tension dans l'œil est de 34 sur cet œil gauche. Donc, quel est le traitement, messieurs? Alors déjà, on a en fait des lésions sur la peau sectorielles. C'est assez particulier parce que ça atteint jusqu'au nez. Donc là, c'est très caractéristique de quelque chose. Très, très caractéristique d'un herpès zoster, d'un zona. Autre chose à dire sur ces lésions, elles sont plutôt vieilles. En fait, elles ne sont pas toutes neuves. C'est quelque chose qui a déjà quelques jours, voire presque une semaine ou 10 jours. Ouais. Donc là, on sait ce à quoi on a affaire. Maintenant, en termes de traitement, Nico. Donc, il y a plusieurs éléments qui vont guider le traitement ici. Alors, comme tu l'as dit, on a un zona ophtalmique qui a l'air d'être en voie de guérison, ce qui est plutôt bon signe puisqu'on a des lésions qui ne sont pas fraîches. On a un ulcère sur la cornée, donc on a une kératite à cause du zona, et on a une tension qui est à 34. Donc, peut-être commençons par parler du traitement de l'ulcère dendritique. Comment on va le traiter?
Et ben, on va le traiter avec des cachets d'acyclovir en oral. Alors, pas de gouttes dans un cas comme ça, on est d'accord? Non, donc Non? toutes les études ont montré que les gouttes n'avaient pas leur place, elles n'ont aucun rôle dans le traitement de la kératite dans le cadre du zona ophtalmique, elles servent à rien. À ne Euh, pas confondre avec. à pas- L'herpès simplex. Voilà, c'est ça. Là est l'ambiguïté, en fait. C'est que dans un cas, dans la phase simplex, bien sûr, les gouttes ont un rôle à jouer très important. Par contre, dans le zona ophtalmique, pas du tout. Voilà. Donc, on est obligé d'utiliser des antiviraux qui vont agir sur la famille des herpès. Il y a trois familles. Il y a je sais pas comment dire en français, c'est des prodrugs, c'est-à-dire que c'est un peu la même chose. C'est un peu au final le même médicament. Donc, on a l'aciclovir, le valacyclovir et le famciclovir. Dans les propositions qui sont fournies, on nous parle du valacyclovir. Donc, c'est une bonne option et qui est aussi proposé au passage au bon dosage pour traiter une phase plutôt aiguë de zone ophtalmique. Et ça va traiter aussi, en même temps, les lésions cutanées. Voilà, ça va traiter les lésions cutanées, ça va nous aider à gérer l'ulcère dendritique. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait avec notre tension à 34 et d'où elle vient? Donc il faut d'où elle vient du facteur inflammatoire. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Il faut la traiter, 34, ou pas la laisser passer. Donc Ouais, là, alors, je voudrais juste rajouter avant qu'on passe au traitement, c'est que dans le cas de l'herpès, dans le zona ophtalmique, on a bien sûr les lésions cutanées comme on les voit. On peut avoir l'atteinte de la cornée avec l'ulcère dendritique, comme on vient de voir. Mais par contre, on peut aussi tout avoir à l'intérieur de l'œil. Donc, on peut avoir des uvites antérieures, postérieures, on peut avoir la totale. Donc, c'est entre autres pour ça qu'on peut avoir des pressions hautes, parce que dans le cas de certaines uvéites, on peut avoir des pressions hautes ou des pressions basses. Donc là, on a une pression haute. Ça peut être dû à une inflammation, par exemple, du trabéculum. Qu'est-ce que vous en pensez? c'est à ce que je pensais. Ouais, je pense aussi, en général, quand je vois ça, je pense trabéculite. Ouais. Donc, inflammation du trabéculum, donc augmentation de la pression. Donc là, Diego, toi, tu allais aller sur le traitement. Alors, il y a deux traitements de la pression. Oui, donc on a le timolol et l'atanoprost. Les deux problèmes du latanoprost, premier problème, c'est que ça met 3 semaines à agir de manière significative. On n'a pas ce temps-là. Deuxième problème, c'est que l'atanoprost, comme c'est un analogue des prostaglandines, ça va en fait créer de l'inflammation en plus. Et c'est ce qu'on cherche à éviter. Donc, on n'a pas le choix. Le timolol, le bêta-bloquant, qui est 2 fois par jour. Oui, puis il est rapide d'action. Il a une action rapide, celui-là. Et il n'est pas contre-indiqué pour ce patient, c'est clair. Et alors, est-ce qu'on rajouterait un peu de prénisolone acétate toutes les 2 heures? Alors là, le rôle de ça, c'est de diminuer l'inflammation, on est d'accord? Ça c'est un peu discutable. C'est-à-dire que la prénisolone, c'est un stéroïde, elle va diminuer l'inflammation, c'est certain, mais donc elle peut aussi faciliter le développement des virus. Et donc là, je sais que Nico va me répondre quelque chose. C'est un sujet qui est un sujet de débat chez les spécialistes de cornée pour cette première raison que tu as soulevée, c'est-à-dire est-ce qu'il faut créer une immunosuppression chez un sujet qui a une activité virale récente ou active? Et moi, j'ai 2 réponses. D'abord, c'est pas tout neuf. Ici, donc on voit qu'il y a des croûtes, on sent qu'il y a déjà eu une réponse immunitaire. Et ensuite, de toute façon, on va le couvrir avec le valacyclovir oral. Donc, moi, je suis très confortable chez ce patient utiliser la prédnisolone, donc notre corticoïde. L'autre raison pour laquelle on a besoin de la prédnisolone, c'est qu'oubliez pas qu'on a une trabéculite, on a une inflammation du trabéculum. Et la seule manière de se débarrasser de cette inflammation, c'est dans ce cas avec un anti-inflammatoire. Donc, il a besoin de la prédnisolone. Le danger, et ça va également aider à limiter les dégâts cicatriciels au niveau de la cornée. Le gros danger dans un cas comme ça, c'est que c'est très difficile de l'arrêter, la prédnisolone, quand on l'a commencé.
il y a un effet rebond épouvantable chez ces patients, donc il faut les diminuer très, très progressivement. Et il y a même certains patients chez qui on est obligé pendant des mois et des mois d'utiliser une goutte par jour, parfois pendant un an. Ouais, il faut réduire tout doucement, tout doucement, tout doucement, c'est clair. Au final, sur ce cas, valacyclovir, timolol et Près de Fortea. Préforte. Alors, dans l'œil sec associé à une blépharite, donc inflammation des paupières, la prise en charge peut comporter. Alors là, la peut comporter, bien sûr, c'est non exhaustif. Il y a des tonnes de traitements possibles, des tonnes de solutions possibles. Chacun a ses préférés. Alors, une qui va résoudre les symptômes, les larmes artificielles, je pense que c'est déjà quelque chose, on est tous d'accord. On est tous Tous d'accord. Sur le clou méatique, je sais qu'il va y avoir des pour et des contre. Moi, si je peux l'éviter, je l'éviterai, mais je sais que certains vont le mettre. Parce que j'aime pas, je trouve que ça fait conserver les facteurs inflammatoires sur l'œil. Voilà, ça diminue le flux des larmes, mais je sais que beaucoup de personnes vont l'utiliser. Vous l'utilisez, vous? Non. Alors, moi, j'utilise des cloméatiques assez fréquemment, mais je préfère les éviter dans un cas associé à une blépharite pour les facteurs dont Samy a parlé. Les paupières sont des réservoirs de médiateurs inflammatoires qu'on va en fait garder sur l'œil à cause du cloméatique. L'autre problème, c'est qu'il y a quand même, dans la blépharite, il y a quand même une composante bactérienne. Et il y a toujours un petit risque de canaliculite quand on fait la procédure, quand on met le clou méatique, même dans des conditions stériles idéales, vu l'état des paupières, d'avoir une petite infection finalement du méa lacrymal. Personnellement, j'éviterais. Ouais, bon, on est plutôt d'accord alors. Alors, le collyre à fluoroquinolone, messieurs. Je vois pas l'intérêt. Vu comme ça, je vois pas tellement l'intérêt. Mais voilà, c'est un antibiotique. C'est un Voilà. antibiotique à spectre large Ouais. qui n'a pas d'intérêt dans la gestion de l'œil sec. Voilà. Bon, je vois pas trop bien. Collyre à érythromycine, donc c'est un autre antibiotique. L'azithromycine, ouais. Alors l'azithromycine, histoire un petit peu différente. Souvenez-vous de ce qu'on a raconté sur la doxy et ses propriétés anti-inflammatoires. L'azithromycine, c'est un des autres antibiotiques qui a ses effets anti-inflammatoires, donc anticollagénase et anti-MMP. Donc là, il y a un rôle dans la gestion du dysfonctionnement des glandes de mébomus. C'était d'ailleurs très, très à la mode il y a environ 10 ans. Il y a pas mal de praticiens qui géraient tous les patients avec un œil sec qui étaient liés à une blépharite étaient sous collyre à l'azithromycine. C'est quelque chose. Donc la réponse est correcte. C'est quelque chose qu'on peut utiliser. C'est plus du tout à la mode. On a des traitements qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup moins chers et beaucoup moins contraignants pour le patient. Alors, un collyre à sérum autologue. Sam? Moi, je dirais non. Je suis pas pour. Je vois pas vraiment l'intérêt dans un cas comme celui-là. Ouais. Mais les deux prochaines, là, le sérum autologue et la cyclosporine, j'aurais tendance à dire non. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? La cyclosporine, mon point de vue, c'est on sort l'artillerie lourde, on sort entre guillemets notre dernière carte du jeu pour des choses qui peuvent être traitées de manière plus facilement. Ouais, juste pour que ça soit pour son rôle anti-inflammatoire, bon. Ouais, alors moi je vois pas mal de problèmes avec ça. D'abord, le collyre à la cyclosporine, son indication, c'est quand même dans le syndrome où il y a une inflammation de la glande lacrymale. Donc on parle du sujet plus âgé, on parle du sujet qui a souvent une association systémique avec des syndromes inflammatoires, rhumatoïdes, dans lequel il y a un rôle pour une immunomodulation, parce que la glande lacrymale ne fonctionne pas correctement et qu'il faut qu'elle se remette à fonctionner. Donc là, c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment pas, on n'est pas dans l'œil sec associé à la blépharite. Et ça met 3 mois à agir, donc pas d'intérêt. Alors ensuite, antibiotiques oraux. On a la tétracycline et la famille des bêta-lactames. Alors, tétracycline, moi je dirais oui, pour ce qu'on a dit tout à l'heure.
Qu'est-ce que Voilà. vous en pensez? Ouais. Voilà, donc c'est la philosophie actuelle dans le traitement de la blépharite. La blépharite, elle a une composante essentiellement inflammatoire. Les glandes de mébomus sont inflammées, elles sont un peu bouchées, elles ne jouent pas leur rôle, donc le film lacrymal n'a pas une bonne composition. Ça nous amène à un œil sec. Et l'utilisation de ces médicaments de la famille des tétracyclines fonctionne excessivement bien sur ces blépharites à faible dose, avec très peu d'effets secondaires et une tolérance qui est bonne chez le patient à cause des doses très faibles qu'on utilise. C'est aussi d'ailleurs utilisé régulièrement en dermatologie pour des questions d'acné. Bien sûr. Parce que finalement, la pathologie du problème est vraiment similaire. C'est des glandes lipidiques qui ne marchent pas bien. Alors, je vais juste je vais être un peu égocentrique une minute. Là où je suis, c'est beaucoup de personnes se posent la question de la sensibilité après aux UV avec la doxy. Parce qu'il y a des réactions, il y a certaines personnes qui font des réactions cutanées après la doxy. Donc, faut quand même un petit peu faire attention. Ouais, donc même en l'utilisant à faible dose, c'est des médicaments qui ont beaucoup d'effets secondaires et beaucoup d'interactions médicamenteuses. Donc, il faut les prescrire avec des pincettes. En tout cas, avec intelligence. Il faut toujours y réfléchir. Toutes les tétracyclines sont photosensibilisantes, donc augmentent la sensibilité aux UV et ont un effet sur le système gastro-intestinal qu'il y a des gens qui supportent mieux que d'autres, on va dire. Et donc le dernier, sur celui de la famille des bêta-lactam. Voilà, donc là, on parle de la famille des médicaments genre amoxicilline ou augmentin. Qu'en pensez-vous? Je vois pas, il n'y a pas d'intérêt dans un cas comme ça. On ne cherche pas à combattre une bactérie systémique. Il n'y a pas d'effet. Les bêta-lactam n'ont pas un effet anti-inflammatoire. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Tout à fait d'accord. Oui, exactement. Il n'y a aucun intérêt, aucune indication d'utiliser une vraie antibiothérapie chez un sujet comme ça parce qu'il n'y a pas d'infection. Pour terminer, peut-être qu'on peut évoquer d'autres solutions qui ne sont pas proposées, qui sont classiques dans la gestion de la blépharite et de l'œil sec. Bien sûr, on peut faire des massages, des stimulations des glandes de mébomus, nettoyage Quand tu dis massage, qu'est-ce que tu sous-entends? Les épaules, le dos. massage des paupières. Donc les compresses d'eau chaude. Après, il y a beaucoup. Alors moi, je les utilise pas, mais il y a beaucoup d'outils à notre disposition pour. Blefex, Blefadex, ou ces choses-là, oui. Blefex, tous ces trucs-là, pour essayer de stimuler les glandes. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui m'en parlent, beaucoup de collègues qui me disent que ça marche très bien. Moi, je suis un petit peu old school là-dessus, où je trouve que pour mes patients, les compresses d'eau chaude, le massage avec le baby shampoo, associé à des larmes artificielles, je commence souvent par là. Et après, je monte étape par étape. Ouais, c'est très important. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça va dépendre pas tant de l'aspect clinique, signe. Faut écouter les symptômes du patient et utiliser une approche absolument étape par étape, étape par étape. Et ça va vraiment dépendre des cliniciens. Il y a beaucoup d'arguments. Je pense pas qu'il y ait de réponse juste. Si c'est un tout petit peu, je suis d'accord avec vous. Compresse d'eau chaude. La gestion de l'hygiène des paupières peut se faire avec du shampoing bébé ou des produits dédiés, genre lingettes démaquillantes pour les paupières, spécialement faites pour les paupières. Genre OcuSoft et tous ces trucs-là. Exactement, des produits genre OcuSoft. En termes de compléments alimentaires, vous avez une recommandation? Moi, non. Tous les antioxydants. Alors, il y a un mythe, il y a un mythe sur la blépharite. On a dit pendant des années qu'une alimentation riche en oméga 3 et en particulier en graines, genre amandes, noisettes, allait aider au bon fonctionnement des glandes. Mais Diego, dis-nous pourquoi tu ne fais pas ça? Parce que de récentes études ont montré qu'il y avait, en fait, ça marchait autant que du placebo. Exactement. Ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. Ça marche que du placebo, j'ai dit. Même si les patients sont friands, et désolé, ça ne fonctionne pas plus qu'un placebo. Bon, voilà, merci en tout cas pour cette vidéo, super. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, non, non. Si vous avez d'autres, on a reçu beaucoup de questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous contacter sur Messenger via Facebook et on essaiera d'y répondre rapidement. Voilà. À bientôt. Au revoir. À plus.